Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans le cadre de For You Matin. Nous allons ce jour, du moins, proposer plusieurs thématiques. D'abord, du moins parmi les thèmes de ce matin, déjà on reviendra sur cette loi adoptée par le Parlement algérien, une loi qui criminalise la colonisation française, et bien l'Algérie qui franchit ainsi un seuil politique mémoriel mais aussi diplomatique majeur en adoptant cette loi qui criminalise la colonisation française. Alger ne se contente pas donc de reviser ou de revisiter l'histoire, elle la judiciarise, la politise et l'inscrit dans le présent, dans des rapports de force bien sûr avec Paris. Et bien quelles conséquences diplomatiques, juridiques et symboliques pour la France mais aussi pour l'Afrique et le monde postcolonial, on en parlera dans cette édition. Et puis au Niger, le pays interdit les visas aux Américains en réponse à Washington. Le Niger choisit ainsi la réciprocité comme langage diplomatique en interdisant les visas aux ressortissants américains. Niamey répond directement aux restrictions imposées par Washington. On le rappelle, plusieurs pays sont bien sûr ciblés, dont les États de l'AES. Ce geste ainsi, loin d'être seulement administratif, est profondément politique. Il traduit alors la redéfinition assumée des rapports avec les États-Unis et plus largement avec l'Occident. Est-ce que nous sommes en face d'une autre affirmation souverainiste ponctuelle ou alors un basculement durable dans la diplomatie nigérienne mais aussi sahélienne? Nous en parlerons ce matin. Et puis actualité oblige, on restera avec les États-Unis. Eh bien, Donald Trump, le président américain, s'est félicité jeudi, donc il y a encore seulement quelques heures, d'une opération militaire réussie. Il a choisi le jour de la Noël, on rappelle, jour de fête pour ceux qui croient en tout cas, pour frapper du côté du Nigeria. On parle de frappe meurtrière. Le président américain tout de même, il s'inquiète selon les sources du sort des chrétiens nigériens qui, selon lui, font face à un génocide. Eh bien, Washington a bombardé le Nigeria il y a seulement quelques heures. C'était jeudi 25 décembre, jour de Noël. Donald Trump a signé sa première intervention militaire du côté du Nigeria. Washington parle de nombreuses frappes meurtrières et promet de récidiver si l'État islamique continuait de tuer des chrétiens dans le pays. On rappelle que du côté du Nigeria, on parle d'une collaboration. Nous en parlerons bien sûr également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous encore ce matin. C'est la dernière sortie de cette semaine de votre programme For You Matin. Nous sommes très heureux. Vous avez donc compris trois thèmes finalement qui seront à l'ordre du jour ce matin. Et bien sûr, nous allons commencer par la dernière actualité en date. Et nous allons d'abord présenter le panel, le temps peut-être pour Monsieur Tapé, je ne sais pas s'il nous a déjà rejoint, de nous retrouver sur ce plateau. Monsieur Aïe, si vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour Madame Siké, je dis bonjour à mes co-combattants que vous présenterez juste après moi. Je salue, n'est-ce pas, toute la dynamique panafricaine, oui, et surtout la jeunesse qui a une grande responsabilité dans cette dynamique, n'est-ce pas, de libération du continent africain, du peuple noir. Oui. C'est important de le dire. Je salue également le top management de For You Media qui nous a donné l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir cette tribune qui fait son bonhomme de chemin malgré quelquefois des difficultés. Comme je l'indiquais, je crois hier, gérer un groupe de médias, ce n'est pas une sinécure, c'est très compliqué, c'est très exigeant. Voilà. Quand je l'ai dit, je voudrais ce matin m'adresser à certains téléspectateurs. Oui. Il y a certains qui estiment que beaucoup d'entre nous, je parle de ceux qui sont véritablement engagés, qui sont en première ligne, oui, ont trahi le combat. Oui. J'ignore sur quoi est-ce qu'ils font leur argumentaire pour prétendre que certains d'entre nous ont trahi le combat. Je parle de ceux qui sont en première ligne du combat. Oui, je comprends. Je ne parle pas de ceux-là qui émergent à gauche et à droite. Déjà, il faut savoir, nous avons l'habitude d'ailleurs de le dire dans le cadre de nos débats, qu'un combat
se nourrit de l'argent. Oui, c'est de l'argent parce que lorsque on vous dit ici que certains d'entre nous viennent ici à pied, c'est pas tout le monde qui a un véhicule. Même quand vous avez un véhicule, il a besoin d'être réparé. Quelquefois, lorsqu'il y a une panne, il faut l'entretenir, cette voiture. Et lorsque nous lançons les opérations de coup de cœur pour soutenir le combat, il y a très peu de réactions. Ouais. Il y a très peu de réactions, et surtout sur le temps que nous sommes. En plus, nous sommes très exposés. C'est trop facile pour certains de se mettre derrière un clavier de téléphone, ou bien un clavier d'ordinateur, et prétendre que nous avons trahi le combat. Donc, il faut qu'ils soient modestes. Est-ce que c'est ça que nous en faisons beaucoup trop? Nous sommes exposés, nous sommes très souvent menacés, nous sommes fichés, nous sommes harcelés. Donc, c'est important de le dire. Lorsque nous lançons les opérations coup de cœur pour soutenir le combat, très peu réagissent. Je salue cela et je les remercie. C'est là qui nous apportent leur contribution à la fois intellectuelle. Il y en a qui nous apportent souvent, qui mettent à notre disposition des documents, des ouvrages. Donc, ils ont mon salut, ma reconnaissance ce matin. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Aïssi, pour ce message. Merci d'être là ce matin. Tapé Groubera, bien évidemment, qui est avec nous aussi dans le cadre de cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je salue la direction de For You Media, les techniciens et les très nombreux auditeurs et téléspectateurs de cette grande chaîne. J'oublie pas je vais emprunter son expression, mon concombattant 3A, avec qui je vais partager ce plateau et à qui j'adresse d'abord mes bonnes fêtes à lui et sa famille, santé, paix, ainsi qu'aux très nombreux téléspectateurs. Et merci pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Et on ne peut pas ne pas ignorer ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il vient de dire est très important. Pas que les gens pensent que le fait, nous cherchons la popularité ou la célébrité quand on vient ici. C'est à nos risques et périls. Des fois, si quelqu'un n'a pas les moyens et qu'il vient à pied, il peut être l'objet d'agression. Donc, en fait, nous prenons des risques. Faut pas qu'on pense qu'on vient, quand on parle comme ça fait c'est toujours pour nous libérer de ce que nous avons. C'est pas un exitoire, mais en fait, c'est une question de prise de conscience. Et comme on le dit, nos analyses partent de ce que nous avons, de nos perceptions. On peut se tromper, mais ça sera de bonne foi. Ce n'est pas de notre manière de faire de telle sorte qu'on puisse induire les gens en erreur. Maintenant, il faut que les gens comprennent que on vit dans un monde capitaliste et il y a d'autres réalités qui sont là. Les gens peuvent être de l'autre côté, mais il y a certains qui peuvent être des gens très sympathiques qui peuvent venir vous donner quelque chose. Vous n'allez pas refuser parce qu'il y a une réalité. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, ils ont peur. Ils disent, mais nous, on n'est pas d'accord avec le système, mais on peut rien dire puisque nous, c'est le système qui nous permet de manger comme on prend l'expression en Afrique. Donc, mais voilà ce qu'on peut donner. Donc, voilà, on peut pas dire que on néglige cela. Nous avons tout récemment le cas de notre jeune frère Gouchi Béanzin, qui lance un appel depuis longtemps parce qu'il est cerné par la France et la CIA et autres, tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Il y a tellement de cas. Donc, merci, cher frère Croisa, pour ce coup de gueule, comme tu as l'habitude de dire, et que la lutte continue. Merci à vous, monsieur Tapé Groubera. Merci d'être là, justement, ce matin, malgré ces combats ou ces difficultés. Merci infiniment. Eh bien, nous allons donc ouvrir notre débat. On l'a annoncé, actualité oblige. Non, on va commencer la réalisation par la dernière actualité en date, pour parler des États-Unis qui ont bombardé hier, donc le 25 décembre 2025, jour de Noël, le Nigeria. Eh bien, les informations font état de ce que le président américain Donald Trump a lui-même annoncé, le succès de cette opération. Il parle d'une opération militaire menée dans le pays.
Elle visait, selon Washington, le groupe djihadiste de l'État islamique très actif dans le nord-ouest du Nigeria. Washington parle également de nombreuses frappes meurtrières et promet de récidiver si l'État islamique continuait de tuer des chrétiens dans le pays. Eh bien, Donald Trump qui vient ainsi de signer sa première intervention militaire au Nigeria alors qu'il avait déjà averti, bien sûr, quelques semaines plus tôt, il avait déjà déclaré qu'il s'apprêtait, qu'il pourrait intervenir militairement du côté du Nigeria. Car selon lui, bien sûr, les chrétiens seraient tués de ce côté-là. On sait que le Nigeria avait réagi, il y avait comme une sorte de dialogue pour éviter ce type peut-être, ou alors voir comment cette intervention pourrait peut-être se concrétiser. Mais on a vu également un document, peut-être qu'on la verra à la réalisation pour afficher les États-Unis, le Nigeria qui parle effectivement d'une coopération, bien sûr, avec les États-Unis dans cette lutte contre le terrorisme. Monsieur Albert Alatola, ici, votre avis sur ces frappes finalement américaines du côté du Nigeria contre les groupes terroristes. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, Madame Siké. Oui. Lorsqu'il s'est agi, n'est-ce pas, d'aller sauver le soldat Bazoum du côté du Niger, oui, le Nigeria et la CEDEAO ont prétendu disposer de ressources opérationnelles nécessaires. Pas de ressources humaines, de ressources logistiques, oui, entre autres. Et puis ils ont prétendu qu'ils ont les moyens pour aller, n'est-ce pas, libérer le soldat Bazoum. Lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, plus généralement au Sahel, oui, ou dans la région des Grands Lacs, ce sont les forces d'occupation étrangères qui sont sollicitées par la CEDEAO et le Nigeria. oui. Il vous souvient qu'après la séquence du Niger, le Nigeria avait sollicité la France pour l'aider à lutter contre Boko Haram. Ce que j'ai également trouvé paradoxal. Le monsieur que la CIA a placé au Nigeria fait partie de l'un des problèmes auxquels le continent africain est confronté. C'est-à-dire la félonie, la collaboration et la corruption. C'est ce qui est la question. Vous dites que vous avez les moyens militaires pour aller sauver, pour aller bombarder un État frère qui s'appelle le Niger, membre de la CEDEAO, enfin anciennement membre de la CEDEAO, oui, mais vous n'avez pas les moyens pour lutter contre le terrorisme sur votre territoire. Je voudrais également préciser, oui, que le Nigeria fait partie de la force multinationale mixte constituée du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, je crois, qui a menacé de sortir, mais qui s'y trouve encore, oui. Et le Niger. Est-ce que cette force multinationale mixte n'a pas été capable de faire le job pour que le Nigeria sollicite une force d'occupation étrangère? Je voudrais quand même vous rappeler que ces opérations militaires qui ont été menées hier sont le fait du commandement américain en Afrique, AFRICOM. Ok. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'était un laboratoire de mercenaires. AFRICOM, c'était un laboratoire de mercenaires. Ce n'est pas une force de commandement militaire au sens militaire et noble du terme. Il ne faut pas qu'on soit naïf, il faut qu'on apprenne à dire les choses de manière claire. Les avions, je crois que c'était encore hier qu'on en parlait. Oui. Les avions de reconnaissance qui décollent du Ghana, voilà encore un autre État voyou qui décolle du Ghana pour aller faire les missions de reconnaissance au Nigeria, sont dirigés par qui? Ce n'est pas par l'armée, par les militaires. Ce n'est pas des sociétés privées militaires. Donc nous avons affaire à des commandos, c'est-à-dire des mercenaires. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est d'un de deux. Monsieur Trump
dans, j'ai envie de dire, dans ces hallucinations géopoliticiennes aux jeux stratégiques, a prétendu que les chrétiens sont tués. Au Nigeria sont tués. Oui. Non, que le régime, l'État nigérian laisse délibérément Boko Haram tuer, oui, n'est-ce pas, les chrétiens. Là encore, je crois que c'est une contre-vérité. Je ne sais pas avec quelles lunettes ces gens ils analysent l'actualité ou les actualités en Afrique. Régulièrement, au Nigeria, vous avez les enlèvements d'enfants. Il n'y a pas des enlèvements de masse. Il n'y a pas que des enfants. Il n'y a pas que des chrétiens, il n'y a pas que la communauté chrétienne qui fait l'objet, qui est victime d'enlèvements massifs. Vous avez également des musulmans qui sont enlevés, qui sont pris en otage contre rançon pour être libérés contre rançon. Rançon, oui, tout à fait. Vous avez quelquefois des mosquées qui sont détruites. Mais vous avez quelqu'un qui est assis à Washington, au bureau Oval, qui vous raconte des histoires de grand-mère. Il n'y a pas de légendes de grand-mère, comme j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire que, en fait, un peu comme celui qui est assis à l'Élysée, qui a voulu nous amener, qui a voulu inventer une guerre communautaire ou interreligieuse du côté du Niger. Il faut faire attention au narratif. Donc, M. Trump veut nous faire croire qu'il y a un problème entre la communauté chrétienne et musulmane au Nigeria. Ce qui est absolument faux. C'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que ces gens sont très dangereux dans la manipulation. C'est quelque chose qu'il ne faut pas absolument laisser passer, Madame Siké. Au Nigeria, il y a une cohabitation de fait des différentes communautés religieuses. C'est ça qui est la question. Même si la population chrétienne est minoritaire, contrairement à la population musulmane qui elle est majoritaire, il faut reconnaître que Boko Haram ne choisit pas ses victimes. Il bombarde où il veut, là il pense qu'il a pu pas avoir, il faut faire plus de dégâts, plus de mal. C'est tout. Le fait que les autorités nigériennes, parce que j'ai suivi cet élément ce matin dans un média étranger, oui, que le fait que le Nigeria ait donné les autorisations, donné son quitus à une armée d'occupation n'est-ce pas, étrangère, de venir lutter contre les terroristes sur son territoire, c'est très dangereux en soi, très dangereux, stratégiquement très dangereux. Ces gens, très souvent, vous leur donnez la main, ils prennent le bras. Quand vous leur donnez le bras, ils prennent tout le reste. Et de manière unilatérale, Trump vous dit clairement, il vous dit clairement qu'il est possible qu'il reprenne, c'est-à-dire qu'il recommence ces opérations-là, au cas où l'État islamique, il n'a pas dit Boko Haram, l'État islamique reprend ses activités terroristes. Donc désormais, le ciel et l'espace aérien nigérien est ouvert à tout le bazar que les Yankees peuvent vouloir faire dans la région des Grands Lacs. Avec la complicité d'un agent de la CIA qui est la tête du Nigeria. Ça, c'est un très gros problème. Et c'est pour ça qu'il faut interpeller ici la population nigériane et l'armée nigérienne peuvent prendre sa responsabilité parce que le continent africain n'a plus besoin des félons. Dans le contexte actuel, il est hors de question. Si un chef d'État n'est pas capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de ses populations avec l'armée de ce pays-là, il n'a pas sa raison d'être à la tête de cet État-là, Madame Siké. Il n'a pas sa raison d'être. Je n'ai pas le sentiment que... Je prends l'exemple dans mon pays. Hein. Si Paul Biya avait attendu que ce soit les Yankees, que Paris, la Grande-Bretagne, la Belgique, ces pays-là qui ont pris l'engagement d'aider le Cameroun à lutter contre le Boko Haram, et qu'ils ne l'ont pas fait, si Paul Biya avait attendu que ces engagements soient tenus, je vous le dis d'habitude, le Cameroun serait devenu un califat de Boko Haram. Mais Paul Biya a pris ses responsabilités. Parce que nous avons une armée opérationnelle, professionnelle, qui sait faire le job. Aujourd'hui, les actions de Boko Haram en territoire camerounais sont de plus en plus résiduelles. Et
le Cameroun a pu obtenir le droit de poursuivre, c'est-à-dire que si les éléments de Boko Haram sont pourchassés en territoire nigérian et que s'ils veulent se retrouver en territoire camerounais, l'armée camerounaise prend le relais de les pourchasser en territoire nigérian. Je crois que certains pays africains devraient s'inspirer de l'exemple du Cameroun, parce que quand ces gens commencent le bordel, ça ne s'arrête jamais. Je voudrais terminer par une chose. Nous sommes focus sur les questions de souveraineté. Oui. Et on ne transige pas, on ne devrait absolument pas transiger sur les questions de souveraineté, Madame Siké. Aujourd'hui, vous avez toute la caracaille de l'OTAN qui combat la Russie en Ukraine. C'est pour 2 raisons, du moins selon le narratif. Oui. La liberté et la souveraineté de l'Ukraine. C'est ce qu'il est question. Donc il ne faut pas que ce qui est respecté ailleurs ne soit pas respecté chez nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut être très ferme avec ces gens. Il faut faire preuve de fermeté, mais ce sera difficile avec les dirigeants actuels. Ces dirigeants qui sont, j'ai envie de dire, compromis, soit dans les affaires de corruption, soit dans les deals, soit dans les affaires de trafic de drogue, comme c'est le cas de celui qui est actuellement au Nigeria, entre autres. Donc, il y a d'ailleurs plusieurs scandales qui tournent toute cette pression, ce n'est pas le débat. Mais le fait que, parce que Sokoto, qui est l'État de Sokoto, où l'armée américaine a effectué, l'aviation militaire américaine a effectué des opérations, n'est pas très éloigné du Cameroun. Je le répète tout le temps. Ce territoire, cet espace n'est pas très éloigné du Cameroun, n'est-ce pas, du territoire camerounais. Et le fait que les avions militaires américains aient effectué des missions de surveillance, je veux dire d'espionnage, il n'est pas exclu que cette activité clandestine ait eu une petite répercussion géopolitique ou géostratégique en territoire camerounais. Merci à vous, Monsieur Aïssi, pour cette première intervention et justement pour parler de ce communiqué du gouvernement du Nigeria, peut-être avec le concours de la réalisation. On parle de coopération, vous voyez, sécuritaire et le renseignement entre le Nigeria et les États-Unis frappe des cibles terroristes au Nigeria. C'est un communiqué du porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Nigeria. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria confirme que les autorités nigérianes demeurent engagées dans une coopération sécuritaire structurée avec des partenaires internationaux, y compris les États-Unis d'Amérique, afin de faire face à la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent. Cette coopération a conduit à des frappes de précision contre des cibles terroristes au Nigeria menées par des frappes aériennes dans le nord-ouest du pays, et bien conformément aux pratiques internationales établies et aux accords bilatéraux en vigueur. Cette coopération comprend l'échange de renseignements, la coordination stratégique et d'autres formes de soutien dans le respect du droit international, de la souveraineté mutuelle et des engagements communs en faveur de la sécurité régionale et mondiale. Le Nigeria réaffirme que tous les efforts de lutte contre le terrorisme sont guidés par la priorité absolue de la protection des vies civiles et de la préservation de l'unité nationale et du respect des droits et de la dignité de tous les citoyens sans distinction de foi ou d'origine ethnique. La violence terroriste sous toute forme qu'elle vise des chrétiens, des musulmans ou d'autres communautés constitue une atteinte aux valeurs du Nigeria ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationale. Le gouvernement fédéral continue de travailler étroitement avec ses partenaires par le biais de canaux diplomatiques et sécuritaires établis afin d'affaiblir les réseaux terroristes, de perturber leurs circuits de financement et de logistique et de prévenir les menaces transfrontalières tout en renforçant les institutions de sécurité et les capacités de renseignement du Nigeria. Et enfin, le ministère des Affaires étrangères poursuivra son engagement avec les partenaires concernés et tiendra le public informé par les canaux officiels appropriés. Monsieur Tapé Grobera, Donald Trump l'avait déjà annoncé, même si on voit ce communiqué aujourd'hui du Nigeria. En tout cas, il avait dit qu'il allait intervenir au Nigeria
il l'a fait. Il a également dit qu'il pourrait refaire ou alors voilà récidiver. Et on le sait, si l'occasion se présente aux États-Unis, du moins les Américains le feront. Alors là, on se demande exactement, est-ce que le Nigeria a véritablement encore son mot à dire en ce qui concerne sa souveraineté ou alors sa sécurité? Et d'ailleurs, également, monsieur ici le rappelait, lorsqu'on voit la proximité, bien sûr, entre le Nigeria et le Cameroun, l'on soupçonne également que le Cameroun ou alors les autres pays transfrontaliers pourraient également faire l'objet, on peut le dire comme ça, au moins un minima de surveillance américaine. Monsieur Tapé Grobera. Ok, merci Madame Siké. Je vais d'abord, avant de répondre réellement à votre question, faire un petit détour de quelques minutes pour que les gens qui peut-être ignorent ou bien qui ne voient pas l'enjeu de ce qui s'est passé au Nigeria, qui est assez grave et très gravissime, comprennent. Il faut rappeler que l'État islamique est une émanation, est une création de la CIA. Ça, c'est même le gouvernement Trump l'a montré. L'État islamique a été créé par la CIA, c'est-à-dire par les Américains. Monsieur Mohamed Al-Shara, je ne sais pas si les gens le savent, c'est celui qui a fait tomber, qui est au pouvoir maintenant à la place de Bachar al-Assad. Oui. C'était un homme de guerre, son nom de guerre, il s'appelait Abu Mohamed Al-Jonani. Il a été membre de l'État islamique en Irak. Il a été reçu le 10 novembre dernier par M. Trump. Je rappelle qu'il y a à peine 3 ou 4 mois, peut-être que mon frère Izzy, qui connaît bien les dates, pourra me dire, l'État islamique et lui-même, il était marqué comme terroriste sur la liste, comme on pourrait dire la liste rouge, je ne sais pas, la liste noire, comme vous voulez, des États-Unis. Oui. Le monsieur dont je parle, Mohamed Al-Shari, qui est l'actuel chef d'État, rebelle, terroriste, à la tête comment on appelle, de la Syrie, qui a été reçu par M. Trump, c'est pas quelqu'un d'autre, par M. Trump, le 10 novembre dernier. Avant ça, il avait été reçu en mai par M. Macron. Donc, c'était un terroriste. Mais ce groupe-là a été accompagné par la CIA pour mettre le président Bachar al-Assad hors de ce pays. Donc, pour que les gens comprennent les enjeux, dans le communiqué que vous venez de lire, vous avez dit, enfin c'est écrit, c'est le Nigeria qui le dit, oui. Et je pense que M. Trump aussi, dans le communiqué qu'ils ont envoyé, enfin dans l'élément qu'il a envoyé, donc je vais lire, il dit, j'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre des chrétiens, ils allaient le payer cher. Et ce soir, ils ont payé, a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que le ministère de la guerre a réalisé de nombreuses passes parfaites. Donc, M. Trump sait qui c'est. Puisqu'il dit, j'avais précédemment prévenu ces terroristes. Ça veut dire qu'il le connaît, parce que, à moins que ce soit une parole en l'air, ce qui n'est pas vrai. Le communiqué du Nigeria le confirme. Ils disent ils ont fait des frappes précises. Ça veut dire qu'on connaît où ils sont. Donc, vous avez vu la méchanceté de ces gens. Donc, on savait que où ces gens se trouvaient, on pouvait causer avec eux et on nous laissait mourir. On laissait les populations nigériennes se faire séquestrer, les populations du Niger se faire séquestrer, les populations camerounaises se faire séquestrer et on ne disait rien. Mais dès qu'il s'agit soi-disant des chrétiens, et là, je pense que nos frères chrétiens ne doivent pas être très contents parce qu'en réalité, c'est de la communication, ce n'est pas une question de chrétiens ni de musulmans. À moins que dans ce pays, il y a un apartheid qui consiste à mettre d'un côté les musulmans et de l'autre côté les chrétiens. En Afrique, ce n'est pas des choses. Nous, on ne connaît pas l'apartheid. C'est la même bêtise que le gouvernement de Ouattara avait dit en disant que la bombe qui était tombée sur le marché d'Abobo avait simplement tué leurs partisans, comme si, bon, soi-disant. C'est la même chose qu'on veut nous faire croire. Donc, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, ces voyous-là, quand ils viennent, ils demandent, tu es chrétien? Tu dis non, allez, on te laisse. Tu es musulman? Non. Quoi, chrétien? On te prend.
qu'on arrête ce jeu-là. On arrête ce jeu-là. On arrête ce jeu-là. Donc, quand les gens font leur kidnappent leur système pour avoir des rançons, ils ne cherchent pas à voir qui est musulman, qui est chrétien. Eux, c'est leur business qu'ils font. Et en accord avec les puissances occidentales. J'ai dit bien en accord avec les puissances occidentales, d'autant plus que les aveux, à la fois de Trump lui-même dans son communiqué et de ce qu'a dit le Nigeria, montrent à souhait que c'est de connivence. C'est d'ailleurs pour ça que l'État malien, depuis le 15 novembre 2022, a demandé à ce que l'ONU puisse permettre qu'il y ait une réunion. Ils vont dénoncer la participation de la France. Et vous voyez que si on parle de la participation de la France, on parle de la CIA, on parle des États-Unis, et c'est d'ailleurs pour ça, depuis 2022, tout ça s'est bloqué. Maintenant, si nous en revenons à la question en ce qui concerne le Nigeria, mon frère Aïzi a dit des choses très, très, très importantes. Je me permettais d'ajouter quelques éléments. Vous voyez, ce monsieur-là, il est dangereux, monsieur Tinubu. On ne réalise pas. Je ne dis pas ça par mépris pour un chef d'État, mais il est dangereux. Donc, s'il a la possibilité, lui, monsieur Tinubu, d'éradiquer l'État islamique, pourquoi c'est aujourd'hui là qu'il le fait? Pourquoi c'est maintenant? Il y a à peine 2 semaines, c'est le même, vous voyez, son aviation pour aller bombarder une armée au Bénin. Mais cette armée-là ne peut pas éradiquer les voyous qui sont là-bas. Donc, et on est là, on laisse la situation perdurer. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Il est dangereux, ce monsieur-là, ce monsieur Tinubu. Et il est fier de dire qu'on laisse notre territoire à un État tiers de venir et de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Mais ce qu'il faut retenir, Madame Siké, comme un des éléments fondamentaux dans cette histoire, rappelez-vous, il y a l'aéronef du Nigeria qui a été intercepté. Oui. Il y a une liaison dans toute cette histoire. Oui. Il y a une liaison. M. Trump a pris le prétexte de soi-disant bombarder les gens de l'État islamique en créant une forme de confusion, en créant une division au sein du Nigeria pour culpabiliser les musulmans. Donc déjà, il y a ça. Et l'autre élément, il profite de cette situation pour venir se rapprocher contre l'État de l'AES. Qu'on n'oublie pas. Il y a 3 jours, 4 jours, il y a eu les assises de l'AES qui ont fait une armée d'ensemble. C'est pour vous dire que ce dont nous parlions toujours, notamment mon frère Aïzi, qui j'y connaît bien, qui parlait du rapprochement, de la connivence, de ce qu'il est en train de faire autour de l'AES, voilà des choses qui s'avèrent aujourd'hui vraies. Pourquoi? C'est après qu'il y a eu les assises au Mali, avec la création de cette armée militaire, subitement. On se souvient qu'il fallait aller sauver les chrétiens au Nigeria et on bombarde. À partir de là, ce qui veut dire quoi en réalité? Ils viennent en renfort avec la France qui est déjà comment on appelle, au Bénin. Oui. Vous voyez comment on essaie? Parce que le Niger est entouré. Le Niger fait frontière avec le Bénin et le Nigeria. Oui. Donc, si vous avez déjà une flotte française au Bénin, vous allez avoir une autre flotte américaine comment on appelle, au Nigeria. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire la vision d'une guerre par procuration est en train de se précipiter, est en train de se mettre sous nos yeux, devant nous. Je rappelle que c'est la guerre par procuration qu'on est en train de préparer. Et celui qui ne prend pas conscience de cette situation, il est en train de rêver. Et M. Tinubu joue à ce jeu. Et c'est le danger. Au-delà du fait même qu'il démontre même la faiblesse de son armée, mais c'est un danger permanent pour l'Afrique. Qu'est-ce que les États de l'AES ont fait depuis leur avènement contre un pays voisin ou un pays tiers pour qu'aujourd'hui soit l'objet d'une organisation occidentale en vue de les attaquer? Si les gens veulent parler de démocratie, qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait depuis 2011 en Libye. Nous attendons pour voir cette démocratie-là
qu'on nous montre. Il y a certaines personnes sur les réseaux qui souvent disent oui, au Mali, au Burkina, au Niger, oui, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de choses. Oui, votre démocratie dont vous parlez là, depuis 2011, les Occidentaux sont venus sous prétexte que la Libye, le Muammar Kadhafi n'était pas démocrate, qu'ils allaient installer un système démocratique. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous parler de... On peut s'asseoir sans passion, parler de ce qui se passe, c'est-à-dire la démocratie qui est en Libye. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà un pays où on a créé au minimum 2, 3 gouvernements qui règnent là. Et dans un chaos total. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé des gens, des voyous qui étaient armés, pour prendre l'expression du président Déby Père, qui dit qu'il n'y a pas eu d'opération après vente. Enfin, voilà. Et on a installé le chaos dans cette région du Sahel. Nous avons des frères, des aînés pour certains, des petits frères pour d'autres, qui ont eu le courage, à travers leur leadership, de prendre leurs responsabilités et de créer l'État, comment on appelle, l'AES, qui aujourd'hui sont en train de se battre avec la population pour pouvoir évacuer hors de ce territoire, et notamment du continent mer, ces voyous-là. Voilà que les autres, qui sont nos ennemis, qui ont simplement besoin de nos ressources, sauf nous, il faut le dire, les Occidentaux ont besoin de nos ressources, sauf nous. Donc, veulent encore venir créer une chienlit avec ce qui va se passer là. C'est-à-dire que je touche du bois, l'attaque qu'ils sont en train de perpétrer, avec le concours de M. Comment on appelle, Tinubu, c'est de créer un véritable chaos. Et après, on va venir nous dire, oui, ceux qui étaient là, c'est des dictateurs, et à la place, installer des voyous. Et puis, nous aurons, c'est-à-dire, ce n'est même plus la zone du Sahel. C'est-à-dire, les gens rêvent. Le Togo, je touche du bois, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout ça seront touchés. Parce que ces gens-là, ils seront tellement armés que toutes les armées africaines, que ça va arriver même peut-être certainement même jusqu'en Afrique du Sud. Vous voyez le danger auquel nous sommes confrontés avec cette possibilité que le Niger, à la tête duquel se trouve un monsieur que je ne vais pas qualifier, en train de perpétrer contre l'Afrique ses ennemis, ces Africains ennemis de l'Afrique. Ce monsieur-là, c'est un ennemi de l'Afrique. Et il faut vraiment le plus rapidement possible que ce monsieur-là, les gens prennent leurs responsabilités pour le faire partie. Je ne dis pas forcément un coup d'État. Il peut avoir une défiance des institutions, comme on le dit, démocratiques là-bas, pour le démettre. Parce que ce n'est pas possible. S'il reste longtemps, comme il a pris un crédit avec eux, il sait ce qu'il a pris avec eux, il est obligé de résoudre les problèmes, les volontés de ces gens-là. Il va créer un désordre inimaginable. Je dis bien inimaginable. Déjà, on a vu ce qui s'est passé en Libye et ce qui va se passer là, si on arrive à démanteler ou bien attaquer, comme on appelle les pays de l'AES, et je touche du bois, ce que ça va donner comme un dégât, moi j'en ai peur. Et voilà les États-Unis qui sont donc de plus en plus présents lorsqu'on regarde bien, qui sont de plus en plus présents ces derniers mois du côté de l'Afrique et on le voit avec les derniers événements du côté du Nigeria, présent militairement. Monsieur Haïti, peut-être pour ajouter. Oui, pour faire complet, enfin relativement complet dans l'analyse de cette actualité, il faut intégrer la géographie. Oui. C'est important. Oui. Les avions de reconnaissance, je pense les avions militaires américains de reconnaissance, partent du Ghana, oui, qui est proche du Burkina Faso, oui, proche de la Côte d'Ivoire, du Bénin, pour aller effectuer des missions de reconnaissance au Nigeria. Le Nigeria qui est frontalier au Niger, parce que la région de Sokoto qui a été l'objet des opérations militaires hier est frontalière au Niger. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire que là, vous avez pratiquement une menace réelle contre non seulement la Confédération de l'AES, mais contre les pays du Golfe de Guinée. Oui. C'est ça qui est la question. Et vous avez donc, à la tête de certains États, des collaborateurs qui laissent les armées d'occupation venir faire le bordel
en territoire africain, c'est ça qu'il est question. Je pense qu'il faut, une fois de plus, interpeller les populations, tant du Nigeria que du Ghana, qu'il faut qu'ils dégagent ces gens-là. Il faut qu'ils les dégagent. C'est inacceptable, ça, Madame Siké. C'est inacceptable. Le Nigeria, déjà, héberge les agences de la CIA. Le Nigeria héberge les laboratoires d'armes bactériologiques américaines. C'était pour le dire. Et c'est lui qui a été choisi comme président de ce côté-là. C'est un agent de la CIA. C'est un Américain. Tinubu, c'est un Américain. Enfin, c'est tout ça. Donc, il faut intégrer dans notre analyse dans la géographie. Ça veut dire qu'en réalité, ces gens, ils étudient la géographie. Et c'est à part de la géographie qu'ils effectuent leurs seuls besoins. Je vous dis, il faut beaucoup suivre le capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il parle. La dernière fois, vous parlez d'une guerre de haute intensité à laquelle il faut se préparer. C'est important. Oui. Avant cela, il a parlé d'une tentative de déstabilisation de l'AS. Oui. Et il y a quelques jours, je crois que ça fait l'objet du débat d'hier, oui. Il parlait de se préparer à un hiver noir. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura un déplacement de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine en territoire africain. Et surtout et principalement contre les États qui sont très proches, soit du point de vue diplomatique, soit du point de vue économique, soit du point de vue militaire ou commercial avec la Russie. Donc ils vont venir agresser la Russie en territoire africain parce que selon eux, la Russie est en train de marcher sur leur plate-bande en Afrique. C'est ce qu'il est question. Donc, je parle de cette guerre par proxy, dont parlait mon combattant, Tapé Groubera. Il faut donc rester vigilant. C'est pour ça que j'interpelle une fois de plus les dirigeants lucides à revoir leur felonie avec les armées d'occupation, du moins ceux qui dirigent ces États-là. Oui. La seconde chose, à réactiver ou à activer le service militaire obligatoire. Nous avons une population qui est à 70%, une population africaine qui est à plus de 70% constituée de jeunes. Ils sont pleins de ces jeunes-là qui se baladent dans les quartiers, ils s'activent, ils se livrent à des activités quelquefois illicites qui peuvent être enrôlés pour effectuer le service militaire obligatoire. Ça va constituer une armée de réservistes. Parce que ces gens ils sont en train de préparer le bordel, ils sont dans d'autres projections. Déjà, ils estiment que nous sommes devenus indéciles, les Africains sont devenus indéciles. Donc, désormais étant conscients, nous sommes armés, nous sommes outillés intellectuellement, géopolitiquement, politiquement et même militairement pour certains États. Donc, il faut, désormais, les possibilités, ça marche, puis avec le soft power, il faut utiliser la force, comme ça a toujours été le cas. Il faut donc qu'ils trouvent que nous sommes préparés à les accueillir, qu'ils trouvent un comité d'accueil bien en place. La deuxième chose qu'il faut aussi dire, c'est que, je l'ai également indiqué hier, vous avez des gens qui veulent absolument réduire votre population. Ils ont des projets de stérilisation dans certains États africains. Même au Nigeria, par exemple, puisque nous parlons du Nigeria. Oui. Au Nigeria, par exemple, vous avez les programmes de stérilisation des jeunes et c'est accepté officiellement. C'est accepté, Madame Siké. C'est-à-dire des programmes criminels. Ils vous ont parlé de quoi? Là, je vais parler des vaccins de Gavi. Ils vous ont parlé de... comment s'appelait ça? La limitation des naissances chez nous. Le planning familial. Voilà. Ouais. Le planning familial, c'est une imposture, madame. C'est une arnaque. Le planning familial, ça vise quoi? Ça vise justement à stériliser, à stériliser les populations jeunes et actives, à réduire la population. On vous dit, c'est-à-dire le politiquement correct, on ne veut pas de planning familial, mais en réalité, il ne s'agit pas de ça. Au travers des vaccins que vous ne contrôlez pas, vous allez constater que de plus en plus de jeunes femmes ont des problèmes de procréation parce que justement, certains ont souvent pris le risque
d'utiliser ces histoires que vous appelez les plannings familiaux, qui est une grosse arnaque sanitaire, madame. C'est une très grosse arnaque. Il faut faire très attention. Lorsque ces gens, et là je m'en prends à certains de nos dirigeants, qui, pour diverses raisons, qui sont extra-médicales, extra-sanitaires, s'engagent avec des groupes criminels tels que les GAFI, tels que la fondation Bill Gates, pour venir fourguer du n'importe quoi sur nos populations. Oui. Merci à vous, Monsieur Haïssi. Et on va poursuivre sans transition puisque on parle des États-Unis. On verra certainement peut-être qu'il y a aussi un lien. De toutes les façons, avant de revenir sur l'actualité en Algérie, on va donc aller à côté au Niger et on reste bien sûr toujours avec les États-Unis. On continue directement avec vous, Monsieur Tapé Grobera. Le Niger qui a donc interdit les visas aux Américains en réponse à Washington. On le rappelle, le pays Niamey a donc choisi la réciprocité comme langage diplomatique en interdisant les visas aux ressortissants américains. Niamey répond directement aux restrictions imposées par Washington. Tapé Grobera, alors une affirmation souverainiste ponctuelle. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on voit un État comme le Niger réagir en ce qui concerne pour affirmer ou imposer bien sûr sa souveraineté, mais est-ce qu'il s'agit également, il peut s'agir d'un basculement durable aussi dans la diplomatie nigérienne? On sait déjà qu'entre les États de l'AES et les États occidentaux tels que les États-Unis, ça ne va pas très fort, même si on avait quand même l'impression qu'il y avait comme un dialogue qui semblait reprendre. Entre-temps, le président américain a restreint l'entrée sur le territoire justement américain à plusieurs États, dont certains États africains et bien sûr tous les États de l'AES. Le Niger qui a donc réagi et a également décidé d'appliquer le principe de réciprocité. Plus de visas nigériens aux ressortissants américains. Monsieur Tapé. Oui, ben, je pense que c'est une vérité évidente. Le principe de réciprocité ne veut pas forcément dire que les gens sont dans une vision de détester les autres. Tu dis que quelque chose tu n'aimes pas. Moi aussi, si tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas le faire chez moi. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est pas nouveau ce qui se passe. Les pays occidentaux ont fait la même chose avec la Russie. Ils ont fait la même chose. Quand ça a commencé, on a renvoyé, je crois que ça a commencé même par les États-Unis, la France, ils ont renvoyé les diplomates russes. Les Russes ont fait la même chose. On vous les renvoie. C'est aussi simple que ça. C'est même pas compliqué. Mais je veux dire, il faut aller plus en avant par rapport pour voir le lien entre ce que nous avons dit tout à l'heure. Mon frère Izzy et moi. Ça dit, j'ai un livre, mais il est en haut, je ne peux pas le chercher, mais lors de ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale, avant de commencer, c'est là a commencé les premiers centres de concentration. Je montrerai pour que les gens ne pensent pas que je raconte les histoires. Ils avaient déjà commencé ailleurs. Déjà en 1901, à partir de 1904 par exemple, les premiers camps de concentration ont commencé en Afrique contre les Herero, dans la région de ce qu'on appelle la Namibie, pour tuer cette population. C'était le premier génocide du 19e siècle. Donc, il y a eu des camps de concentration qui ont été faits en Afrique. Mais en Occident, les premiers camps de concentration qui ont été faits, c'est avant la guerre de 14-18. C'était en France. Et donc, dans ces camps de concentration, qu'est-ce qui s'est passé? Les gouvernements d'alors, comme ils ont vu que la guerre allait commencer, ils ont commencé à expulser tous les Allemands. J'ai dit ça pour que je puisse comprendre, pour comprimer, enfin, pour alléguer ce que j'ai dit précédemment. Les gens sont en train de préparer une guerre contre nous. Et toutes ces personnes, c'est-à-dire au-delà même du principe de réciprocité, il y a le fait que on ne doit plus laisser les gens venir, n'importe qui venir, par exemple dans les États de l'AES. C'est très simple. Parce que, mon frère, je l'ai dit, mon frère Izzy l'a complété, lorsque le président Ibrahim Traoré l'a dit, les gens sont prêts à nous attaquer. Et on ne va pas les laisser venir défiler chez nous. Vous pensez qu'un Américain qui vient, un couple, c'est parce qu'ils sont venus, ils ont tellement envie de regarder le Burkina, le Niger et comment on appelle le Mali qu'ils viennent? Non, ils viennent pour travailler. Ils vont donner l'impression d'être des touristes, mais en réalité, ces gens-là, ce sont les gens des agents de la CIA qui viennent
participer à la déstabilisation des États de l'AES. C'est imminent. Il faut qu'on soit vigilant. Donc, de ce fait, quand on prend cette mesure aussi, au-delà du principe de réciprocité, c'est une mesure sécuritaire selon moi. Et je salue cette mesure et je pense que au-delà du Niger, le Burkina Faso et le Mali vont faire autant. Parce que, ils n'ont jamais créé des problèmes aux États-Unis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure lors de ma première prise de parole. J'ai dit, je n'ai pas souvenir, peut-être que les gens peuvent se tromper, ça peut arriver, que le Mali, le Burkina et le Niger sont allés attaquer un pays. Peut-être, moi, en tout cas, je n'ai pas connaissance de ça. Ils n'ont jamais provoqué quelqu'un. Ils disent qu'ils veulent recouvrir la totalité de leur territoire. Ils disent qu'ils veulent récupérer les ressources de leur pays pour les mettre à disposition de leur population. Ils disent qu'ils veulent le bien-être de leur population. Ils vont créer des routes. Ils vont créer leur monnaie. Ils ont créé une banque d'investissement. Ça là, en quoi est-ce que ça dérange quelqu'un? Si ce n'est pas parce que c'est quelqu'un dont je parle là, veulent s'approprier les ressources du pays. Mais en même temps, c'est quelqu'un dont je parle là, s'approprie les ressources de ce pays, mais en même temps ne veulent même pas que les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés sortent pour aller chez eux. C'est pas possible. Même quand on frappe un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer quand même. Qu'on soit sérieux. Donc, ce qui s'est présenté, je pense que c'est à saluer et qu'il faille que, comme je l'ai dit, les autres pays de l'AES se mobilisent. L'appel, je lance aux autres États africains. On dit, lorsque le marguillier est attaqué, le lézard doit faire attention. Je répète, lorsque le marguillier est attaqué, le lézard doit faire attention. Aujourd'hui, nous avons à la tête de nos États certains hommes qui sont des ennemis de l'Afrique, qui participent à cette déstabilisation de l'Afrique. Et nous regardons. Au Cameroun, on regarde. Au Bénin, on regarde. En Côte d'Ivoire, on regarde. Au Ghana, on regarde. Au Togo, on regarde. On se dit, oh, ce sont ceux-là. Ça va, ce n'est que ceux-là. Mais plus tard, aujourd'hui, on a déstabilisé la Libye. C'est vrai, les Libyens ont souffert. On oublie qu'en 2017, quand on envoyait ce groupe d'États islamiques-là, ont participé à la vente de l'esclavage de nos jours, en 2017. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Libye, si on laisse faire et qu'on détruit l'AES, par l'aide que vont apporter des gens vendus, corrompus, comme les Tinubu, qu'est-ce qui va se passer? Devant nous, on va installer des groupes voyous qui vont encore venir vendre les nègres. Comme ça s'est passé en 2017, c'est pas loin. Je fais partie, sans me lancer des fleurs, de celui qui a organisé la manifestation à Bruxelles. On ne peut plus continuer d'accepter. On veut qu'on nous vende. Les gars, on a quand même assez souffert. Donc, véritablement, je salue cette action et que je pense que les autres pays vont suivre et nous interpellons les dirigeants des autres pays, notamment du Ghana et autres, etc., qui, de manière passive, assistent à cette situation. Ils doivent arrêter cela et se dire que ce qui se passe, c'est l'avenir du continent. Ils sont venus avant de manière soft, maintenant ils veulent le faire de manière vraiment d'une brutalité sans précédent. Et on ne peut pas accepter cela. Merci à vous, Monsieur Tapi. On va donc afficher les numéros de téléphone déjà, la réalisation pour tout à l'heure aller prendre les interventions de nos téléspectateurs. Mais avant, très rapidement, Monsieur Aïssi, également cette décision des autorités nigériennes, appliquer le principe de réciprocité en réponse à Washington, refus de visa. Madame Siké, je ne sais pas comment est formaté le cerveau des reptiliens américano-occidentaux. C'est-à-dire, ces gens, j'ai le sentiment qu'ils pensent que l'Africain, lorsqu'il se couche le soir, le matin, son réveil, il rêve d'aller aux États-Unis, il rêve d'aller, je ne sais pas où, et qu'il ne rêve pas de visiter des pays africains. C'est ça le problème. Mais pourtant, autant ils disent qu'ils prétendent combattre le flux migratoire, dont l'immigration, oui. Mais en même temps, ils ont besoin de la main-d'œuvre qui vient de l'Afrique. Oui. C'est ça qui est quand même paradoxal. Une grande hypocrisie. Bon, maintenant, revenons sur les choses sérieuses. Il faut dire qu'en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, les autorités nigériennes n'ont fait qu'appliquer ce que prévoit cette convention sur les relations
diplomatique. Le principe de réciprocité. Donc, je crois que très souvent, beaucoup de pays africains, beaucoup de dirigeants africains ne veulent pas prendre leurs responsabilités dans ce sens. Oui. Dans les dispositions relatives à cette convention de Vienne sur les relations diplomatiques, si vous fermez votre frontière, je ferme la mienne. Bien sûr. Vous rappelez mon ambassadeur, je rappelle le mien. Bien sûr. C'est aussi que vous refusez le visa à mes concitoyens, à mes compatriotes. J'applique tout simplement le principe de réciprocité. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que et dans cette dynamique-là, je pense que la plupart des dirigeants européens, dans le logiciel xénophobe, raciste et impérialiste, j'avais dit suprémaciste, ils pensent que lorsqu'ils ils disent qu'ils font quelque chose, un pays africain ne peut pas appliquer la même chose. Un peu comme certains États africains sont devenus les territoires de déportation de la racaille que les États-Unis n'ont pas, dont les États-Unis n'ont pas besoin. Et ça, c'est un gros problème. Vous avez, c'est-à-dire, les instruments juridiques internationaux vous donnent la latitude de prendre vos responsabilités lorsque c'est nécessaire. Oui. Mais nous avons sur le continent africain des dirigeants qui ne sont pas capables de le faire. Les relations internationales sont régies par le respect mutuel, Madame Siké. Je crois que vous parlez en tant que vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire, les relations internationales sont régies par le respect mutuel. Si vous n'êtes pas capable de me respecter en tant qu'État, je n'ai pas le droit non plus de vous respecter en tant que tel. C'est comment ça s'applique. Aucun État n'est plus important que au niveau des relations internationales. C'est clair. Maintenant, je pense que en ce qui concerne les pays-là, est-ce qui nous rendent notre fierté d'être africains? Oui. Il va falloir qu'ils aillent plus loin. Oui. Oui, qu'ils aillent plus loin que ça. Oui. Qu'ils n'attendent pas de réagir. Qu'ils anticipent souvent. Qu'ils anticipent. Et je pense que c'est tout à leur honneur de nous rendre cette fierté. Je voudrais, lorsque les Américains, ils ont publié toute une liste de divers, je crois que c'est au moins 15 pays africains, dont les ressortissants sont, n'est-ce pas, sont catalogués pour pouvoir entrer dans leur pays. Et parmi ces pays-là, vous avez les 3 pays de l'AES, ce qui n'est pas une surprise. Oui. Vous avez la Côte d'Ivoire, je pense. Oui, oui. Je crois que vous devez avoir le Sénégal, oui. Entre autres. Oui, entre autres. Mais il n'y a que les pays de l'AES qui réagissent avec fermeté. Mais les autres pays, sur la table. Silence. Non, ils font, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, ils rasent les murs. C'est les dirigeants des autres pays rasent les murs. Ils ne sont pas capables de dire, ok, d'accord, on applique la même chose, point. Ouais. Mais dans le contexte actuel, c'est le continent africain qui est courtisé. Personne, aucun État extra-africain n'a le droit de nous faire du chantage. Nous avons tout ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire, il y a quelque chose quand même qui m'étonne. Vous avez M. Trump qui veut venir chercher les matières premières dont son industrie, dont son complexe militaro-industriel a besoin en Afrique. Mais en même temps, non seulement il insulte les Africains, mais il leur voue un mépris total. Et vous avez donc sur le continent africain des personnes, des dirigeants qui pensent qu'il faut continuer à collaborer avec de tels individus. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, absolument. Madame, il y a absolument quelque chose qui ne va pas chez certains de nos dirigeants. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un vous manque de respect, il manque de respect il ne respecte pas vos institutions, il ne respecte pas votre État, votre population, même pas votre personne, mais a la prétention d'être votre partenaire. Votre partenaire. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est très incohérent, Madame Siké.
je pense que je reprends à mon compte les propos de mon co-combattant Tapé Goubera. Ça dit qu'il faut justement que ce principe de réciprocité soit appliqué partout où c'est nécessaire. Oui. Comme je l'ai dit, dans les relations internationales, c'est le respect mutuel est, bien sûr, n'est-ce pas, le principe qui doit s'appliquer. Quel que soit le niveau, quel que soit, n'est-ce pas, la taille de votre État, de votre pays, lorsque vous êtes reconnu comme État au niveau des instances internationales, on vous doit du respect. Merci beaucoup. À vous, monsieur Aïssi, et direction le téléphone avec monsieur Ibrahim au standard. Bonjour, monsieur Ibrahim. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Touté. Bonjour à papa ici. Bonjour à papa Tatou Goubera qui est de l'autre côté. Madame, permettez-moi de commencer par le coup de cœur que vient de faire le doyen en entrant dans l'émission. Madame, je le dis chaque fois ici, c'est vrai, c'est très difficile sur tout le monde. Sachez que dans le monde où on est actuellement, il n'y a aucun combat qu'on peut faire sans l'argent. Sans l'argent, nous ne pouvons rien faire. Donc, j'appelle encore tout le monde de venir à l'union de notre radio et les panélistes qui viennent sur le plateau ou ceux qui sont tous nos invités en un mot, Madame Tike, parce que c'est pas parce qu'il y a d'autres qui sont en Europe ici que c'est facile. Il y a des offres, il ne peut plus avoir. Il y a certains lieux, il ne peut pas aller. Il y a certains, beaucoup de choses où les médias panafricains, il y a des publicités qu'on ne peut pas vous donner. Vous ne pouvez pas les avoir à travers de votre position. Donc, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout expliquer. Donc, moi, je continue à appeler mes frères que chacun fait ce qu'il peut. C'est pas, nous, en Afrique, on dit quand le petit qu'on a, si on ne partage pas ça, c'est pas quand on aura beaucoup, on peut le partager. Ça sera très difficile. Et puis, moi, je suis contre quelque chose. C'est vrai, on doit continuer toujours à parler de Thomas Sankara, de Sékou Touré, de nos anciens. C'est bon. Mais eux, ils ont fait quelque chose et ils ont été accompagnés. Maintenant, ceux qui sont là aujourd'hui aussi, on parlera d'eux dans les années prochaines. Donc, pendant qu'ils vivent, essayons de les accompagner, soutenir leurs vivants, n'attendons pas quand ils ne seront pas là, je les souhaite une longue vie d'ailleurs, mais venir dire non, cette personne était bien, il était comme ça, c'est une habitude africaine, ce n'est pas bon. Prenons l'exemple sur les médias. On a combien d'abonnés? Et regardez sur France 24, 12 millions d'abonnés, mais parmi les 12 millions d'abonnés là, contrôlez combien sont africains, combien? Nos cercles, les gens qui insultent sur les réseaux sociaux, regardez combien ils ont des abonnés, combien ils ont. Et regardez les médias qui viennent parler pour toute l'Afrique, c'est sérieux, mais regardez le peu d'abonnés qu'ils ont. Donc, madame, excusez-moi, je voulais vraiment m'appuyer sur ce qu'il disait. Alors, sur ce qui concerne notre thématique, madame, on se dit, moi, j'appelle toujours le peuple africain de se réunir, de ne pas se laisser manipuler, parce que c'est ça, j'ai dit à chaque fois, moi, la guerre qui est en Ukraine, je suis désolé de le dire, mais je ne souhaite pas que ça se finisse avec nous, parce que ça, quand ça finit, ça reviendra en Afrique. Et nous, Africains, nous sommes tellement faciles à se manipuler, nous sommes là à accepter n'importe quoi. Regardez ce qui s'est passé dernièrement au Mali, pendant que tout le monde est réuni, se concentrer sur le sommet. Il y a un soi-disant imam qui sort, il parle en foulard pour utiliser les esprits faibles parce que peut-être c'est eux qui sont faciles à manipuler. Lui, il est assis là-bas avec toute sa famille, on lui paye, on lui donne tout et puis il pousse d'autres personnes à se faire tirer. Mais et donc à continuer, il n'y a pas de problème. Donc, tout ce qui s'est passé au Nigeria, madame, c'est des gens, c'est juste, c'est ça ils souhaitent. Tant qu'il y a des larves qu'ils contrôlent au pouvoir, ils peuvent faire n'importe quoi, mais c'est pas, ils sont en train de faire du semblant, mais tout ça là, c'est pour s'approcher au Cameroun, des pays hostiles à leurs intérêts, au Cameroun, à l'AES, ainsi de suite. Donc, madame, excusez-moi, j'ai été long, mais
ça fait vraiment nos frères de sortir de ne pas être manipulés. Et puis surtout les soi-disant opposants qui confondent être opposants et être contre leur pays. Donc c'est vraiment grave. Merci madame, et bonne journée et bonne fête encore. Excusez-moi, j'ai été long, mais nécessaire que je le dise. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ibrahim, depuis l'Italie. Merci et bonne fête à vous également. Et très bonne journée, très bon week-end. Et Monsieur Diallo à Bamako, au Mali. Bonjour, Monsieur Diallo. Ok, d'accord. Bonjour, Madame Siké. Bonjour. Bonjour, Madame Siké. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, Madame Siké. Bonjour, Anatole Arbel Aïssi. Bonjour, Monsieur Tapé Bourbera. Monsieur, vous savez ce qui se passe. Ce monsieur est un dealer de drogue. Il avait été interdit aux États-Unis. Et c'est lui qui est aujourd'hui le président du Nigeria. Voyez-vous qu'il n'est pas à la solde des États-Unis. Et il y a quelques jours, lorsque l'avion qui avait été envoyé par les États-Unis pour venir inspecter et quand cet avion a été intercepté, il y a un Nigérien qui a dit qu'il faut attaquer le Burkina. On peut attaquer le Burkina, mais on ne peut pas attaquer les terroristes. Madame, vous avez vu la dichotomie, c'est extraordinaire. On peut aller attaquer le Niger pour restaurer M. Bazoum, mais on ne peut pas lutter contre les terroristes. Mais l'autre jour, ils ont fait un attentat dans une mosquée. Plusieurs personnes sont mortes. Ceux-là ne sont pas des chrétiens. C'est un prétexte. Et puis regardez, Tinubu, qui dit qu'il a signé un accord avec les États-Unis. L'attaque a été faite sans l'accord du Nigeria. Ça, je vous le dis. Madame, le Niger a fait ce que tout le monde doit faire. Ce que le Mali doit faire. Ce que le Burkina doit faire. Je sais que ça va se faire. Madame, le truc de l'Algérie, c'était du théâtre. Vous savez ce qui s'est passé? On voulait tenir le sommet de l'AES pour faire cette publication. Pour essayer de tenir. Mais ils n'ont pas pu. Ils ne peuvent pas. L'Algérie est en communion avec la France contre l'AES. L'Algérie, c'est un pays vraiment terroriste, il faut le dire. Parce que en 1990, le fils a gagné les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauvé. Et pendant 10 ans, il y a une guerre. Le Mali n'a jamais appelé les gens du fils des séparatrices. Mais aujourd'hui, on dit que nos gens sont des séparatrices. Madame, il y a une chose. La Kabylie a déclaré son indépendance. Bientôt, il y aura l'accord de Bamako aussi. L'accord de Bamako. Et on vient dire que l'Algérie est plus forte que la France. L'Algérie a des avions de dernier cri. Madame, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais ça, il faut le dire. Pour le truc de l'AS, Foriou n'a pas été invité. Je l'ai déclaré l'autre jour. J'ai dit que c'est les chefs d'État de l'AS, les premiers qui doivent financer Foriou. Et c'est une réalité. Si l'AS existe aujourd'hui, c'est grâce aux analyses de Foriou. Madame. Donc, madame, bonne continuation, bonne journée. J'ai un peu mal à la gorge. Merci. Merci à vous, Monsieur Diallo, et surtout soignez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir appelé ce matin. On va avec Christophe depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Christophe, bonjour. Bonjour, mon grand frère Bourbera.
Je suis Christophe de Côte d'Ivoire et j'interviens au sujet de ce thème du jour. Je l'avais dit la dernière fois, les Occidentaux, les Européano-Occidentaux, les Américains et autres, ils sont dans une action dans le temps. Je l'ai dit qu'ils font leur guerre dans le temps. Et si vous regardez la logique d'encerclement de l'AES, ils ont commencé depuis longtemps. Les Américains, je me rappelle en 2001-2002, lorsqu'on attaquait la Côte d'Ivoire, le coup d'État de Côte d'Ivoire, les Américains ont créé la plus grande ambassade à l'étranger en Afrique occidentale, de l'Afrique occidentale, en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé cela à 1 ou 2 jours de leur installation au Ghana. C'est-à-dire le Ghana était déjà un bon élève par rapport aux actions de Jerry Rawlings. Le Ghana était apprécié comme un bon élève. Il devait installer leur ambassade là-bas. Et à 2 ou 3 jours, ils ont décidé de l'installer en Côte d'Ivoire. Et je vous dis que cette grande ambassade se trouve en Côte d'Ivoire et la CIA se trouve là. Et il se trouve que récemment, avec la soi-disant fermeture de la base française, il y a eu installation de bases américaines au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit que les avions sont partis du Ghana, je suis d'accord. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire aussi, il y a eu des militaires américains qui sont partis d'ici pour aller agresser le Nigeria. Et donc, moi, mon intervention ce matin, c'est pour interpeller le président de l'AES, pas le président, mais le président de l'AES, le camarade, le capitaine IB qui vient d'être désigné comme président de l'AES, parce qu'ils ont maintenant un passeport AES. Le passeport AES, que le visa AES soit interdit à tous ces Occidentaux qui veulent venir. Même nous, les pays africains qui sommes autour de lui, là, il ne faudrait pas qu'on fasse l'ouverture à tout pays africain et qu'ils fassent au moins des recherches, des informations sur quiconque rentre au pays. Parce qu'il se trouve que ces derniers temps, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers qui cherchent à venir s'installer en AES parce qu'ils aiment le président IB, ils aiment ça. Ça, c'est un travail de la CIA. C'est comme ça qu'ils commencent, c'est comme ça qu'ils débutent. Ils commencent par vous donner ça, on souffle comme la souris. Ils soufflent sur le pied avant de mordre. Ils vous donnent un peu de miel avant de vous attaquer. Et c'est ce qui se passe au Nigeria. Au Nigeria, c'est parce qu'ils savent qui il est. Donc, ils ont commencé déjà là-bas. Donc, je supplie simplement le président IB de prendre une décision dès maintenant, comme l'a fait le président Tinubu. Il s'approprie cette idée de refus de visa aux Américains qui dit que le visa de l'AES est interdit, jusqu'à nouvel ordre, est interdit aux ressortissants américains qui veulent rentrer aux États-Unis. Même si c'est quelqu'un qui pense à nous, qu'on fasse des enquêtes sur la personne pour savoir. Donc voilà un peu mon intervention ce matin. Et je dis merci, For You Media, merci pour la formation et l'information que vous nous apportez. C'est de la formation, c'est de l'instruction. Une maison ne peut pas se construire dans le vide. Il y a d'abord un sous-bassement. On commence par la base. Et cette base-là, avec le Mali Koura, avec Sondiata Keïta, tout ça là, c'est la base. Et ça a commencé là-bas. Ça doit continuer pour aller jusqu'à dans la zone de Tchaka Zulu. Je vous remercie. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Christophe. Monsieur Christophe qui nous appelait de la Côte d'Ivoire. Bon week-end à vous. On va donc au Niger et on va accueillir Monsieur Tafamega. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Madame Sekié. Bonjour. Je vous suis du Niger. Et j'aimerais intervenir pour la première fois à votre radio. Ok. Je suis du Niger et je rejoins l'analyse un peu de mon prédécesseur. Quand nous avions au Niger chassé les Américains et les Français, Tchani nous a venus. Le président Tchani en a parlé. La télévision en a diffusé ces messages. Ils ont dit qu'ils n'iront pas loin. Ils vont tous nous déstabiliser. Les Français se sont installés au Bénin et en Côte d'Ivoire, au Bénin. Les Américains se sont transférés en Côte d'Ivoire, comme l'a dit le président.
Et l'Africom a signé des accords avec l'Algérie pour pouvoir traverser le territoire. Donc ce n'est pas étonnant. Mais ce que j'aimerais dire, c'est surtout à vos deux analystes, qui sont anglophones, ils n'ont qu'à regarder les fuites des documents de Wikileaks de Julian Assange avec les fuites des documents de la secrétaire d'État américaine, je crois c'est la femme de Clinton. Déjà dans ces documents, Wikileaks, regardez bien ce qu'il a dit, que la guerre va être transportée en Afrique, parce que c'est là-bas où il y a les ressources nécessaires. Et dans ce document de Wikileaks, déjà dans les années 2002, ils ont prévu la partition du Nigeria en 4 États ou 5. Donc, actuellement, la frappe américaine, nous, ça ne nous surprend pas, parce que ça fait partie de ce que déjà ils avaient programmé. Ils n'ont qu'à bien regarder toutes les fuites de Wikileaks. Et c'est pour ça qu'ils sont derrière lui, ils veulent le condamner parce qu'il a fait sortir des secrets militaires que les gens ne s'attendent pas et que les gens ne doivent pas savoir. Il faut aller à partir de cette base. Si vous partez des fuites des documents de Wikileaks, tout ce qui se trame aujourd'hui en Afrique est relatif à ces fuites. Et vous allez bien mieux comprendre la géopolitique de tout ce qui se joue dans le Sahel, dans le golfe de Guinée et même au niveau de l'Afrique centrale, entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est déjà fait. Eux, maintenant, où nous sommes, c'est la mise en œuvre de ce qu'ils ont programmé. C'est tout. Et je sors par là en vous disant vraiment merci pour votre radio. Merci du tout. Et c'est ça l'hiver noir, un peu que le capitaine Ibrahim Bar et Ibrahim Tarouare avaient dit avant-hier. Mais il y a beaucoup d'Africains qui n'ont rien compris de cette métaphore. Et c'est une métaphore importante. Quoi qu'on fasse, eux, ils ont décidé de venir chercher nos ressources minières avec ou sans nous, avec notre volonté ou notre accord. Seulement, il y a aussi des présidents qui sont en Afrique qui leur tendent le flanc. Merci à vous, madame. Je ne vais pas être très long. Je sors par là en souhaitant que c'est bonne journée à tous. Joyeux Noël à tous les chrétiens qui ont bien fêté dans la joie, l'amour et la prospérité du Christ. Merci à vous. Merci à vous également, Monsieur Tafa Mega, depuis le Niger. Merci beaucoup d'avoir appelé et on ne peut que vous souhaiter la bienvenue parmi nous, en espérant que vous reviendrez, bien sûr, dans les prochaines éditions. Merci beaucoup et très bon week-end à vous, monsieur. Monsieur Brice au Bénin. Monsieur Brice, bonjour. Bonjour, Madame Seke. J'espère que vous allez bien. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect le professeur Tapé Boubera et Monsieur Anatole Haïssi, qui sont deux combattants avérés, n'est-ce pas, pour la libération de l'Afrique. Alors, et les frappes américaines au Nigeria, je n'ai pas fait de recherche là-dessus et puis j'ai pris l'émission au vol. J'ai voulu poser quelques questions à nos aînés sur le plateau. Est-ce que l'armée américaine, est-ce que cette armée-là a quitté directement les États-Unis pour venir faire la frappe et y retourner, ou bien le matériel et les hommes qu'il faut pour pas là au Nigeria?
Ça, c'est la première chose que j'aimerais savoir. La deuxième chose, mais ce Nigeria que tout le monde qualifie de géant africain, ce géant africain, qu'est-ce qui se passe? Et quand il y a un problème de ce genre-là sur le territoire nigérien, le géant africain n'arrive pas à régler ce problème-là lui-même. Mais on était là quand le Nigeria a fait voler des avions pour aller mener des luttes ailleurs. Pourquoi dans sa propre maison, il y a Boko Haram, il y a tout ça qui sévit, et n'arrive pas à réagir? Ou bien le principe est tel que vous ne devez pas faire ça chez vous-même parce que vous connaissez d'où viennent ceux qui menacent ou pas. Je ne comprends pas pourquoi le Nigeria même ne peut pas jouer ce rôle-là et qu'il a fallu que les Américains, Donald Trump, viennent faire des frappes comme ça. Ça veut dire que s'ils veulent aussi, ils peuvent venir frapper n'importe qui au Nigeria est parti, n'importe qui dans n'importe quel pays est parti. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, mon opinion personnelle, moi, je voudrais m'adresser aux 3 chefs d'État de l'AES. Je crois que vous faites bien la lecture de ce qui se passe et des menaces qu'on est en train d'adresser contre vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous prie de prendre vos dispositions parce que le Nigeria est là collé au Niger. Le Nigeria fait une longue frontière avec le Niger. Et donc, pour attaquer le Niger, dès lors que les Américains ont déjà le feu vert d'agir au Nigeria, et donc, partant de Nigeria, ils peuvent agir, sévir au Niger. Et voilà que le Mali fait encore frontière directement avec la Côte d'Ivoire. Toujours ceux qui veulent, n'est-ce pas, nous créer d'ennuis sont encore là. Donc, quelles dispositions vous prenez? C'est ça ce qui nous préoccupe pour nous autres. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes prêts déjà à tout? Voilà, merci et bonne émission, Madame Seker. Merci à vous également, Monsieur Brice, depuis le Bénin. Effectivement, nos invités vont vous apporter des éléments de réponse par rapport à vos préoccupations. Le temps d'aller retrouver Monsieur Peter. Monsieur Peter, bonjour. Bonjour, Madame Siké. Merci, Center. Bonjour à Monsieur Haïssi et également à Monsieur Tapé Goubera. Je vais donner mon point de vue sur cette émission que je trouve très intéressante parce que quand on parle de vrais problèmes de l'Afrique, il faut qu'on sache que ces problèmes ont un attrait avec la géopolitique actuelle qui se passe dans ce monde où il y a une puissance qui était dite superpuissance qui dominait le monde unipolaire depuis la chute de l'URSS. Et aujourd'hui, ce monde s'est encore recomposé en un monde multipolaire où nous voyons 2 géants qui sont la Chine et la Russie, qui sont en train d'interagir contre cette hégémonie de l'Occident collectif, qui a échoué en tout et sur tous les continents, que ce soit en Amérique latine que nous constatons aujourd'hui, que ce soit en Asie où la Chine a commencé à reprendre le contrôle, et que ce soit également en Eurasie où la Russie règne en maître, et maintenant sur le territoire africain. Si on veut parler des géostratégies, eh bien, la Russie est en pole position. Les États-Unis essaient de s'imposer et notre chère tante à nous, qui a été complètement mise à l'écart et qui s'arc-boute sur 3 pays, parce que sans lesquels, aujourd'hui, son économie va se retrouver peut-être à la 50e place mondiale. Et ça a été déjà annoncé par les experts économiques. Maintenant, quand je veux aborder le sujet, je vois 2 choses, sur le bombardement américain. Vous savez, Madame Siké, nous avons le même constat en Syrie où Al-Qaïda, ou comment on les appelait, Daesh de Syrie, qui était interdit, qui avait même eu des rançons pour qu'on puisse arrêter celui qui est aujourd'hui à la tête. Mais quand les Américains ont vu que ça tournait en défaveur de Bachar el-Assad, du coup, ce monsieur est devenu blanc comme neige, accueilli à l'Élysée, accueilli un peu partout, etc., ovationné même par l'Union européenne. Donc on nous démontre à nous Africains cette supercherie, cette politique de 2 poids, 2 mesures qu'on veut nous imposer en Afrique. Et comme je le dis, les États-Unis en fait viennent imposer au Nigeria, un peu comme la France a fait au Bénin, créer un faux coup d'État et puis intervenir comme le super-héros. Et ils ne changent pas leur manière d'agir. On l'a vu au Mali avec Ibeka de l'époque.
comment lorsque Bamako était tout proche d'être prise et François Hollande arrive comme un sauveur et se fait acclamer. Lui-même s'est imposé, s'il vous plaît, d'après les recherches que j'ai faites et que beaucoup d'historiens l'ont confirmé, lui-même s'est imposé comme sauveur. Sinon, le Mali ne l'a pas invité en tant que tel. Donc, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, étant donné que Tinubu est un élément de la CIA, je pense qu'il y a des dossiers sur lui qui le compromettent et qui peuvent tenir son image. Donc, il est pris, comme on dit, il a le doigt dans la bouche des États-Unis. Donc, il est obligé d'appliquer à la lettre la feuille de route qu'on lui donne de faire. La France a échoué dans l'AES. Les États-Unis reviennent en force. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut s'interposer, se positionner, au Nigeria, Il faut se positionner au Nigeria. Et pour cela, il faut créer quelque chose pour enthousiasmer la population. Alors que hier, on nous a annoncé qu'il y a un attentat dans une mosquée au nord. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que les musulmans sont tués? On nous parle des chrétiens qui sont tués, c'est pour ça qu'ils viennent. Donc, vous voyez que c'est sous peau de drapeau qu'ils arrivent là-bas. Le vrai problème, la vraie raison, c'est comment neutraliser l'AES et voire même mener des attaques si possible. Parce que les Américains, ils s'en foutent. La preuve, on voit la menace qui pèse sur le Venezuela. Heureusement que Russia et China se sont interposés, y compris l'Iran. Donc, c'est à ce chemin que nous allons assister. Et c'est dommage pour le peuple nigérian. Je pensais que c'était des gens assez intelligents, mais ils nous ont démontré vraiment qu'ils sont encore des marionnettes et ils n'ont pas ce tact qui habite normalement le combat que nous sommes en train de mener avec ces 3 pays de l'AES, y compris même avec le Cameroun. Donc, les alertes doivent être lancées dans tous ces pays voisins parce que là où se trouve l'Américain, il y a son intérêt. Et son intérêt, il se fiche pas mal, excusez-moi du terme, des morts que ça peut causer, peu importe, pourvu qu'il ait son pétrole, il ait son gaz, il ait son or, son uranium. Donc, en fait, nous sommes à la course à l'uranium. Alors, le chemin de l'uranium passe par le Niger. Et pour atteindre le Niger, il faut prendre le Nigeria. Et voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, je vais aborder le deuxième sujet. Je vais être très bref. J'ai fait une analyse historique du problème que l'Algérie a soumis. Parce que quand je vois qu'à travers la loi que l'Algérie a fait voter au Parlement, je pense, à mon avis, elle n'est pas en son nom propre, mais plutôt cette loi pose les bases d'un combat panafricain pour que la vérité historique, la dignité et la réparation. En fait, c'est un combat qui va mettre en cause la colonisation en tant que telle. Pourquoi je vous dis ça? Pour résumer rapidement. Nous constatons que la colonisation française ne s'est pas résumée seulement au massacre, mais elle est indissociable d'un système de torture qui a été institutionnalisé. Alors, spoliation foncière massive, pillage des ressources naturelles, destruction des structures sociales, économiques et culturelles des peuples. Et si on cumule tout ça, pendant des années, on pourrait dire même voire des siècles. Donc, pour résumer, ce serait aussi accepté, pour la France bien entendu, si la France reconnaît et admet cette responsabilité juridique et morale très lourde, qui va ouvrir, je pourrais dire, des portes de Pandore aux autres pays africains, ça va ouvrir la voie de réparation et remettre surtout en cause le faux récit officiel d'une colonisation prétendue civilisatrice que la France veut nous faire avaler. Et je termine en disant, ce serait aussi accepter que l'Afrique, aujourd'hui, a aussi droit aux dommages collatéraux, moraux, qu'elle a connus, tout comme les Juifs l'ont vécu après la Deuxième Guerre mondiale, pour lesquels l'Allemagne a dédommagé. Donc nous allons demander aussi cette réclamation, ces dédommagements. Et je crois que si la France l'admet, ce serait très grave pour d'abord son économie, mais surtout, la population française va rentrer dans un trou parce que c'est quelque chose d'officiel et ça va commencer à engranger une sorte de révolte même dans le cœur de la population. Je m'arrête ici et je vous souhaite une très bonne journée. Bye. Bonne journée à vous également, Monsieur Peter. Merci beaucoup pour cette analyse, cet appel ce matin. Très bon week-end.
À vous, nous allons poursuivre sur ce plateau. Je ne sais pas si on pourra aller au standard après, mais on va d'abord poursuivre sur le plateau vu le temps qui nous reste. C'est vrai qu'on a un autre sujet quand même essentiel, mais on va je crois que les sujets qui sont débattus actuellement, en tout cas sont d'une importance également assez capitale. Et nous allons donc, après vos différentes interventions et bien sûr vos préoccupations, déjà passer la parole à nos invités en quelques minutes, peut-être pour réagir, Monsieur Aïssi. Je voudrais répondre à la préoccupation d'un... Oui, tout à l'heure, nous avons parlé de cette mission militaire, oui. Ces frappes de l'aviation militaire américaines ont été effectuées par le commandement américain en Afrique, c'est-à-dire Africom. Oui. Africom, la diplomatie nigériane nous fait savoir qu'elle a donné son quitus pour ces opérations militaires. D'autres sources nous révèlent quand même qu'il y a des avions militaires américains qui ont été utilisés, mais la mission elle-même a été effectuée par une société privée militaire. D'accord. Voilà, c'est important de le préciser. Et c'est très dangereux. Tout à l'heure, j'ai dit qui est Africom. Tout à fait. J'ai dit qu'Africom, ce n'est pas le haut commandement américain en Afrique au sens militaire, au noble du terme. Africom, c'est un laboratoire de mercenaires. Très souvent, il y a un militaire qui est sur le commandement du point de vue administratif opérationnel, mais très souvent, ces anciens mercenaires qui sont utilisés. Le plus souvent, ce sont les mercenaires. Donc, c'est très, très, très grave ce que le Nigeria vient de faire. C'est une menace pour la stabilité, le fait qu'une armée d'occupation constituée de mercenaires vienne effectuer des opérations militaires sur le territoire africain, dans un pays africain, c'est très, très, très dangereux et grave. La réciprocité ne pourrait pas exister parce qu'il ne faut pas que les questions internes au Nigeria impactent sur la stabilité du pays frontalier. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Le Nigeria se présente comme étant une puissance à la fois économique et militaire. Il est incompréhensible que pour lutter contre l'insécurité qui sévit sur son territoire, qu'il ait recours à une armée d'occupation étrangère, notamment les Américains. C'est très dangereux, ça doit absolument susciter une réponse ferme à la fois de l'opinion publique africaine et des populations nigérianes. Ce n'est pas anodin. Tout à l'heure, je vous ai présenté la situation géographique du Nigeria, qui est limitrophe au Niger. Vous avez le Ghana qui est limitrophe au Burkina Faso, le Niger qui est limitrophe au Bénin, qui est limitrophe à la Côte d'Ivoire, qui est limitrophe au Togo. Vous voyez qu'il y a une stratégie d'encerclement. Je crois qu'il y a un spectateur qui en a parlé, qui en a fait état tout à l'heure. Et ces stratégies d'encerclement ne concernent pas que la Confédération de l'AES. Cette stratégie d'encerclement concerne la plupart des pays africains où il est possible de trouver, n'est-ce pas, des ressources critiques. Je voudrais terminer en disant que les États-Unis disposent de moins de 800 bases militaires en Afrique. Donc, ils peuvent aller en Djibouti, qui a accepté de recevoir sur son sol toutes les bases militaires de la Terre. Donc, ils peuvent aller en Côte d'Ivoire voisin, prendre quelques contingents. Ils peuvent aller au Ghana. Ils peuvent même avoir de l'appui au Niger, parce qu'il y a des bases militaires américaines au Nigeria, y compris de la CIA. Ils peuvent aller prendre, il y a une base logistique, n'est-ce pas, américaine du côté du Tchad, des membres du Pentagone. Ils peuvent aller du côté du Ghana où ils en ont également. Ils sont pleins. Ils ont les bases militaires, donc ils en ont 800, enfin officiellement répertoriés. Dans le monde? Non, je parle du continent, sur le continent africain. En 2020, je crois 2020-2022, on dénombrait un peu plus de 400 bases militaires américaines sur le continent africain. Depuis lors, ça a doublé. Donc, pour des raisons stratégiques, bien évidemment. Donc, je crois que là, une fois de plus, il faut s'indigner. Il faut s'indigner de ce que le Nigeria
et puis sur lui la responsabilité d'accepter que ce soit une armée étrangère qui vienne faire le job de la lutte contre le terrorisme. Quand les États-Unis vous parlent de lutter contre le terrorisme, j'ai envie de blaguer. Je crois que tout à l'heure, vous avez un téléspectateur qui nous a non, c'était Tabib Koubra, qui nous a parlé d'Ahmad Sharaf. Ahmad Sharaf, qui est un terroriste, c'est-à-dire un combattant d'Al-Qaïda qui a combattu les Américains, entre autres, en Irak, mais qui est désormais fréquentable. On lui a cousu le costume de président de la Syrie sans aucune élection. Je dis bien, sans aucune élection là-bas, il est légitime, tandis que d'après le narratif, il est, les dirigeants de là, c'est des chefs de la junte, bien c'est des toutistes. Mais en Syrie, on déroule le tapis rouge à M. Ahmad Sharaf, tout comme on déroule le tapis rouge à M. Benjamin Netanyahu du côté du Congrès américain et à la Maison Blanche. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas une fiction, mais c'est la réalité. Merci à vous. Merci, monsieur Haïssi. Et justement, monsieur Tapé le mentionnait tout à l'heure. Il y a eu on va appeler ça un tweet du président américain Donald Trump. La réalisation peut peut-être le récupérer. Et ce tweet, dans ce tweet, Donald Trump également annonce ses frappes. Tout à l'heure, on a lu plutôt le communiqué du gouvernement du Nigeria qui confirmait effectivement ces frappes, même si le communiqué parle d'action concertée ou alors de coopération sécuritaire et de renseignement entre le Nigeria et les États-Unis. Et le président américain Donald Trump, lui également, a bien sûr tweeté, dans son tweet, bien sûr en anglais, qu'on va essayer de traduire en français. Alors, ce soir, sur mes instructions en tant que commandant en chef, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière contre les terroristes de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria qui s'en prenaient et tuaient sauvagement principalement des chrétiens innocents à un niveau jamais vu depuis de nombreuses années, voire des siècles. J'avais auparavant averti ces terroristes que s'ils ne cessaient pas le massacre des chrétiens, il le payerait très cher et ce soir, c'est ce qui s'est produit. Le département de la guerre a exécuté de nombreuses frappes parfaites comme seuls les États-Unis en sont capables. Et enfin, sous ma direction, notre pays ne permettra pas au terrorisme islamiste radical de prospérer. Que Dieu bénisse notre armée. Et joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts. Et il y en aura beaucoup d'autres si le massacre des chrétiens se poursuit. Eh bien, voilà donc le tweet du président américain Donald Trump que vous pouvez voir justement à l'antenne. Voilà, qui vient donc confirmer les frappes américaines du côté du Nigeria. Oui, monsieur Haïssi. Rapidement, oui. Déjà, dans le communiqué de la diplomatie nigériane, oui. Il est invoqué les questions de souveraineté. Oui. Il faut absolument battre cela en brèche parce qu'il y a une contradiction. Vous ne pouvez pas prétendre être souverain et demander à une armée étrangère de venir combattre les menaces asymétriques sur votre territoire. Oui. La seconde chose, dans le tweet de M. Trump, il dit qu'il y a eu une action de l'armée américaine contre les terroristes. Oui. Et plusieurs milliers de terroristes ont été j'ai envie de dire, pour reprendre le jargon militaire, ont été neutralisés. Mais il n'y a pas de guerre qui n'ait pas des dégâts collatéraux. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu des populations civiles qui n'aient pas été victimes des frappes américaines du côté de Sokoto. Et qui va payer justement. Bien évidemment. Donc, lui s'est réjoui, mais il fait abstraction des dégâts collatéraux. Est-ce que c'est... Parce que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a eu le rap massif des jeunes Nigérians du côté du Niger, je ne sais plus dans quel état. C'était plus de 200 jeunes. Les dernières informations faisaient état de ce que environ
150 ont pu recouvrir la liberté. Où sont passés les autres? Oui. La question demeure. Parmi les jeunes filles qui ont été, n'est-ce pas, kidnappées, je crois que c'est à Sambisa, dans la forêt de Sambisa, il y a une partie qui avait été, qui a été libérée, l'autre partie, où est-elle passée? Est-ce qu'il n'est pas possible que pendant que monsieur Trump s'auto-glorifie dans les frappes meurtrières, lui-même les qualifie de meurtrières, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux du genre que justement ces jeunes qui ont été kidnappés par les terroristes fassent partie des victimes. Je crois qu'il faut également qu'une enquête internationale, comme pour reprendre le narratif, soit menée pour en dégager les principales responsabilités. Merci une fois de plus à vous, Monsieur Aïssi. Et Monsieur Tapé, je crois que c'est avec vous qu'on va fermer cette partie consacrée au débat. Monsieur Tapé? Vous m'entendez? Très bien. Oui, donc, bon, on a pratiquement tout dit, hein, et je pense que ce qu'on a dit, c'est la vérité qui est là. Et comme l'a rappelé tout à l'heure mon frère Izzy, c'est ce que j'avais dit pour faire le comparatif avec ce qu'on avait qualifié de frappe sur le marché d'Abobo, où on aurait tué les partisans de Ouattara, c'est la même chose. Comme je dis, si ils ont la possibilité d'identifier, soi-disant, ces camps, où seulement sont les terroristes, pourquoi l'armée nigérienne n'a jamais pu aller déloger ces camps-là? Mais c'est parce que certainement, ces gens-là sont mélangés à la population civile. Ou du moins, sont parmi des populations qu'ils ont pris en otage. Et donc, ce que dit 3A est tellement important et très, très sérieux, parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Mais nous savons quel est l'élément qui est visé derrière cette situation. C'est ce qu'on a évoqué. C'est la géopolitique et la géostratégie. Rappelez-vous, ces derniers temps, je suis content de le dire, mais il n'y a pas eu, je vais dire jusqu'à quelque temps, il y a 2 semaines, on n'a pas entendu parler des tueries en masse des rebelles ou bien des voyous là sur les populations nigériennes. Je n'ai pas entendu, peut-être que je me trompe. Mais subitement, c'est maintenant qu'il y a cette frappe. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut voir la concordance. Il y a 3 jours, les pays de l'AES réussissent à créer leur armée. Et en même temps, pour légitimer leur présence. Donc, je rappelle en même temps, puisque Aïssi avait dit que l'armée américaine qui est là, elle est venue, en fait, c'est une manière de mettre ça au grand jour. Ce qu'ils faisaient en cachette, c'est tout. Ce n'est pas dit qu'ils sont venus, ils ont frappé, ils vont partir. Non, pourquoi? Parce que Trump, dans son tweet que vous avez lu et que j'ai dit, il a dit qu'ils sont encore prêts. Ils ne vont pas quitter, imaginez, ils vont partir des États-Unis pour venir frapper et retourner. Non, 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 ils sont là. Ils vont continuer le renseignement. Donc, c'est officialiser leur présence pour la guerre qui se présente à nous. Et je dis à nous, parce que n'importe quel Africain doit savoir que c'est une guerre qui se présente à nous. Vraiment, celui qui l'ignore, c'est qu'il est vraiment dans le déni et c'est dangereux. Et je vais insister. On a eu le cas de la Libye. Quand à l'époque on frappait la Libye, certains n'étaient pas contents, une grande majorité était là, se disant neutre, et puis on a frappé la Libye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens à qui on a donné des armes ont commencé à attaquer les pays. Il n'y a pas eu un pays africain subsaharien qui a été épargné. Jusqu'à même, on allait jusqu'en Mozambique, Namibie, tout ça, etc. Alors que bon, on ne voyait pas quel est le lien. Et aujourd'hui, si on réussit par leur passe-partout, parce que Trump a déjà récupéré les ressources au niveau de l'Est du Congo, avec M. Kisegeti qui a vendu son pays, et avec le concours de M. Kagame. Donc, il a les ressources. Ils veulent aussi maintenant récupérer les ressources des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour vous dire que s'ils réussissent le coup qu'ils préparent, c'est pour dire que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, je ne sais pas quel autre pays encore, tous ces pays-là, je touche du bois, la Guinée, Guinée équatoriale, etc., nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Ils ne viennent pas pour installer, ils ne nous ont jamais aimés. Moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce que les Africains l'élite occidentale ne nous a jamais aimés. Ils ont fait 400 ans d'esclavage, ensuite près de 100 ans de, comment on appelle, de travail forcé. Je pense que ce thème-là, on va revenir dessus. Il faut qu'on en parle exactement. Que ce ne soit pas comme vu par l'Algérie de manière épidermique, en fonction de ses relations à la France, on fait le sorti. Non, il faut que ce soit un débat réellement
menée et qu'on parle véritablement de ce qui s'est passé. Oui, c'est très important. L'Algérie, quand elle voit que la France fait quelque chose, elle fait sortir le dossier. Quand la France vient demander pardon, elle rend le dossier. Non, c'est pas comme ça. Donc, ça il faut qu'on soit sérieux. C'est vrai qu'on devait en parler, mais on va remettre ça véritablement à l'ordre du jour. Mais puisque voilà, vous en parlez et qu'on a encore quelques minutes, donc vous ne croyez réellement pas que c'est une réelle bataille en fait pour l'Algérie, cette loi par exemple criminalisant la colonisation? Bon, j'attends pour voir, mais elle vient à la suite de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la constitution de l'État de Kabylie en France, sur papier. Sinon, avant ça, l'Algérie, aussi, il faut remarquer, chaque fois qu'il y a un problème, il y a eu le problème du journaliste, enfin, je ne sais pas si les franco-algériens qui étaient là-bas, dès que la France a commencé à lever le ton, on a commencé à parler de ça. Ouais, c'est chaque fois que la France réagit, l'Algérie met ça, enfin, l'élite algérienne met ça en jeu. Je ne trouve pas ça sérieux. Ça, on a l'impression que c'est, tu dis ça, je dis ça. C'est pas ça. Ce qui s'est passé est tellement grave. Parce que les gens continuent de parler de ce qu'ils appellent le colonialisme avec légèreté. Ils parlent de ça avec légèreté. Quand on parle du travail forcé, c'est l'esclavage. Quelle est la différence du travail forcé et l'esclavage? La seule différence, c'est que l'esclavage s'est passé de l'autre côté. Le travail forcé a été aboli en 1948. Et vous avez tous ceux qui se sont appelés puissance l'ont fait. Moi, j'ai lu à l'époque, quand j'étais en Allemagne, j'étais même surpris parce que moi, j'ai lu un document, on parle de Schwangarbeit. Ça veut dire travail forcé, qui était mis en Namibie et autres. Donc, c'est quelque chose qui a été institué partout. Et nous avons payé le prix. Nos parents ont payé le prix. C'est-à-dire qu'on a fait le travail forcé en Afrique de l'Ouest. Ça a été par la loi Houphouët-Boigny en 1946. Si on prend mon enclos colonial qu'on appelle la Côte d'Ivoire, vous imaginez de 1893 jusqu'en 1946. Le travail forcé a été adopté, sans oublier ce qu'on appelle, le code de l'indigénat, où vous avez des citoyens qui sont des sous-citoyens. La discrimination, aujourd'hui, on nous parle de l'apartheid. Mais de quoi? Mais l'apartheid a été quelque chose qui a fait partie de l'ADN, de la gestion de ce qu'on appelle le colonialisme. Il faut qu'on en parle, qu'on ne joue pas avec. C'est très, très important pour moi qu'on ne doit pas jouer avec ça. J'ai tout à l'heure, vous permettez, j'ai fait une digression, donc j'ai parlé tout à l'heure du bouquin. Voilà, donc le bouquin, ici c'est marqué les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale 1914-1920. Et quand l'Allemagne a vaincu la France et qu'elle ne voulait pas sur son territoire les soldats africains, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au gouvernement alors de Vichy de mettre nos parents africains sur le territoire français, mais dans les camps de concentration qui ont été faits lors de la Première Guerre mondiale. C'est là-bas ils étaient. Et c'est ceux-là, une grande partie, plus ceux qui ont survécu, qu'on a envoyés à Tiaroy et qui, on n'a pas voulu donner l'argent et qui ont été décimés. J'en parle dans mon livre et de Gaulle trahit l'Afrique. Vous voyez, donc, tout ça, ce contexte-là est très intéressant. Dans le livre, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des passeurs. Aujourd'hui, on parle des passeurs juifs. C'est-à-dire des gens qui prenaient les juifs pour les faire sortir de l'Allemagne et autres, tout ça. Ils sont célébrés comme des héros. Mais nous, il y a eu ça. Faire passer ce qu'on appelle des gaullistes par exemple, des pays, entre griffes, dits francophones, j'aime pas cette expression, mais je vais dire, occupés à l'époque par la France, pour les envoyer dans les régions comme le Nigeria, le Libéria ou le Ghana. Les Africains ont payé le prix pour ça. Il y a même un qui était avec 4 Français, ils étaient 5. Quand on a détecté le réseau, les 4 gaullistes blancs, eux, c'est vrai, condamnés à mort, mais ils n'ont pas été exécutés. Le seul qui a été exécuté, c'est le noir. C'est quoi que c'est un Guinéen? Donc, vous comprenez la loi, la vision raciste qui a été instituée et qui joue aujourd'hui son rôle encore de nos jours. Donc, parler du colonialisme en jouant au chat et la souris, il faut que l'Algérie arrête ça. Il faut qu'une fois pour de bon, on parle de ce problème de manière sérieuse. Et là, c'est pour cela que je suis content que si vous pouvez instituer le débat dessus, de manière franche, en prenant les sources que nous avons, on va parler clairement. Et puis, s'il y a des gens, des frères, les historiens qui veulent, parce que n'attendons pas que les gens écrivent notre histoire. Ils l'ont déjà fait depuis longtemps. N'attendons pas, on n'a pas besoin d'être historien. Moi, quand on me voit, on me dit, mais toi, tu donnes cours de maths et tu parles de l'histoire. Je dis, mais ça me concerne. Pourquoi vous voulez que quelqu'un d'autre parle de mon histoire? C'est ça, il faut qu'on prenne, il faut que nos historiens, ceux qui peuvent avoir accès comment on appelle, aux documents, qu'ils viennent parler et que des chaînes comme For You Media, qui sont des chaînes ouvertes, viennent en débattre, qu'on ne parle pas des choses souvent inutiles qu'on nous présente. Il y a ce débat qui est fondamental. Ce n'est pas à eux de déterminer ce qu'ils appellent colonisation pour nous. Donc, pour moi, c'est très, très, très important ce débat-là. Il faut qu'on l'instaure
et qu'on en parle véritablement. Parce que aujourd'hui, dans cette foutaise que j'ai su, quand on prend nos États, on a été libérés, on a quoi, 60 ans. Mais 60 ans par rapport à qui? Quand vous prenez un peuple, par exemple, je prends le Camerounais, mais d'abord, ils portent un nom qui est un nom insultant. Le pays c'est pas des crabes ou bien c'est pas des c'est des cétacés. C'est-à-dire, on appelle des gens, des Africains, avec un nom de cétacés. Nous, on nous donne un nom de défense d'éléphant, ivoirien. Et puis on est content. Donc tout ça, c'est dangereux. On ne peut pas continuer de porter des noms qui ne nous ressemblent pas. Hein? Parce qu'il y a ici, c'est une partie où il y a les crabes ou bien c'est pas quoi, on les appelle Camerounais. Ici, il y a un coin où on trouve, comment on appelle, les défenses d'ivoire, on les appelle ivoiriens. Et puis on est content. Comment? Donc ça vibre négativement sur nous. Et tout ce débat qu'on va faire, qui va nous demander à ce qu'on pousse nos dirigeants, à ce qu'on efface tous ces noms-là, qui n'ont plus de réalité sur nous. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, et je pense que le Niger va sortir de cette logique-là, qui ont donné des noms qui vibrent positivement. Vous voyez, donc c'est un débat très profond qu'on ne doit pas jouer avec, hein, de manière épidermique. Oui, je ne suis pas content. Demain, quand ils viennent, on vient faire des accords bilatéraux, on est content. Non, non, non. Moi, je pense que le débat doit être mené de manière frontale, réellement, avec des arguments, sans émotion, pour que chacun nous dise ce qu'ils ont fait. Patrice Lumumba, on n'a jamais retrouvé sa mâchoire, enfin, son corps. Tout ça, on doit demander. Il y a d'autres chefs africains dont les corps, on a vu il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 3-4 ans, on a vu donc, on a rapatrié la tête d'un chef africain du Ghana qui est tenté d'être maintenu en Hollande. En Belgique où je suis, nous avons officiellement 33 Congolais qui sont là, dont le chef Rinzinga, sa tête est là à l'université à Bruxelles. Oui, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Imaginez qu'on prenne le droit d'un seul roi occidental. D'un président, mais ça veut dire qu'on est bousillé. Alors que vous avez à la tête de 33 Congolais qui sont ici en Belgique, dont le roi Nzinga. Donc, vous voyez que la question de la colonisation, on ne doit pas parler de ça de manière épidermique. Oui, quand on est content, oui, ou bien quand on veut attaquer la France, on parle forcément pour la France, on laisse pour la Belgique, bien quand on veut parce qu'on n'est pas d'accord avec la Belgique, on attaque la Belgique, on laisse pour la France, ainsi de suite. Non. Et vous avez d'autres pays comme les pays scandinaves qui vont dire qu'ils ne sont pas les gens. Non. Il faut qu'on regarde ce qui s'est passé réellement. Donc, pour moi, c'est un débat très profond. Et je suis d'accord, même si on peut instituer pendant 7 jours, faire des commissions pour réfléchir et après, prendre ces documents-là, mettre à la disposition de ceux qui peuvent, les décideurs, pour qu'on en parle. C'est quelque chose de très, très important. En tout cas, moi, j'y tiens énormément. Merci à vous, Monsieur Tapé Groubera. De toutes les façons, c'est un sujet qui sera bien sûr mis à l'ordre du jour dans nos prochaines éditions. Et on rappelle également que dans le cadre de notre du grand forum qui sera organisé durant l'année 2026, un grand panel sera bien sûr formé et les débats tourneront autour de ces questions essentielles. Merci infiniment. Merci à vous également, Monsieur Albert Anatole Aïssi. On va prendre la petite transition pour respirer. Bonjour à tous et bienvenue donc dans la revue de la presse. On commence sans détour effectivement par ce quotidien. Sans détour, comme une évidence, crise post-électorale, le MINAT ferme le barreau face
à ses responsabilités. On parle également de fêtes de fin d'année, lutte contre la vie chère, foire du boulevard, l'effervescence qui monte. Et on continue avec le bien commun, tout en restant au Cameroun, bien sûr, oui, parce que c'est un quotidien camerounais. Est-ce qu'on peut donc avoir le bien commun? Oui. Alors, Maurice Kamto honoré à Paris par le prix Boutros Ghali. Est-ce que cet autre quotidien peut nous offrir ça? Oui, c'est le quotidien gouvernemental appelé le Cameroun Tribune, fête de Noël, pluie de cadeaux. Et on continue donc en mettant le cap sur la Teranga. Bienvenue donc à vous, peuple sénégalais. L'As aura donc titré Paix, route, relance le plan Diomaye pour la Casamance. Féminicide, discrimination, l'État interpellé. Est-ce que Sénégal peut nous offrir sa petite une? Et on pourra voir en légende le président Diomaye Faye, la matinale Sénégal, Diomaye et Sonko en rupture, Kadidja Mahécor Diouf fracasse Pastef et Bassirou Diomaye Faye défié. Et on reste au Sénégal pour le quotidien Yo-Yo. Est-ce que Yo-Yo peut nous offrir sa une? Oui. Installation du siège de Diomaye président, autonomie affichée ou rupture consommée. La question est donc posée à la une de Yo-Yo. Assassinat de Baba Abdoulaye Diop, le poison de la haine des nationalistes radicaux. Et puis la chronique d'Albert aura donc mentionné coalition Diomaye, une stratégie de rupture aux risques électoraux majeurs. Et puis on reste donc en Teranga pour la Tribune, un autre quotidien qui titre donc l'exécutif et le législatif dans la précipitation, sacafouille au sommet de l'État. Conseil des ministres tenu exceptionnellement ce vendredi, le bureau de l'Assemblée nationale convoque une réunion lundi prochain avec l'adoption d'une loi de finances rectificative au plus tard le 31 décembre 2025. Mode fast track plus que nécessaire pour mettre de l'ordre dans le budget 2025 en clôture selon le journaliste Mandiambal Diaye. Alors je demande si ce n'est pas le même Mandiambal Diaye qui est poursuivi. Et on continue avec Actu Kinshasa. Beauté à toi peuple congolais, que la paix soit avec vous. Nord Kivu, déplacement massif de la population à Kalembe et Kalongue après une attaque de Ouazalendo contre les forces des rebelles de l'AFC et M23. Et on met donc le cap sur le Bénin pour la Nouvelle Tribune. Alors à sa une, on peut lire Nigeria, Donald Trump annonce des frappes américaines contre l'État islamique. Donald Trump a récemment menacé le Nigeria d'une possible intervention militaire en réaction aux violences contre les chrétiens dans le Nord. Et puis on continue avec Gabon Actu pour cette actualité justement. Gabon, l'ancien ministre du Tourisme Pascal Ogowe Sifon poursuivi pour détournement. Et le Daily Post nous invite pour 2-3-1 au Nigeria. Les États-Unis ont mené avec succès des frappes militaires au Nigeria, annonce Trump. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé des frappes militaires américaines au Nigeria. Trump qui a fait cette annonce. Et puis The Punch nous offre également sa une qu'on peut lire comme suit. The Punch nous offre sa une. Est-ce qu'on peut avoir la une de The Punch ou on peut avoir la une par exemple de Vanguard? Alors on peut avoir la une. Confirme les frappes aériennes américaines contre les terroristes et évoque la coopération des services de renseignement. Est-ce que le Vanguard donc peut nous faire définitivement sortir du Nigeria ou The Punch? Sinon, on met le cas. Oui, alors d'autres attaques sont à prévoir si les terroristes de l'EE continuent de tuer des chrétiens au Nigeria, dit donc Trump. J'avais déjà averti ces terroristes que s'ils ne cessaient pas le massacre des chrétiens, ils en subiraient les conséquences et ce soir, ce fut le cas. Et on met donc le cap sur le Burkina Faso avec la une de Sidouaya, amélioration des soins de santé. Le capitaine Ibrahim Traoré inaugure le CHU de Pala et le centre de radiothérapie de Bobo Dioulasso. Chronique, l'AES survivra à l'hiver noir. Agence d'information du Burkina, le nouveau DG Noufo Enoch Kindo prend ses fonctions. Et puis on enchaîne avec Bamada qui titre donc lutte contre le terrorisme, succès des opérations aériennes FAMA dans les secteurs de Tombouctou et de Kolandieba. Et puis on termine avec les deux fenêtres de Le Monde Afrique, dont les deux unes. De Le Monde Afrique, dans l'est de la RDC, les défaites militaires fragilisent le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et puis on termine avec la CAN 2025 au Soudan, l'espoir de 90 minutes de paix. Et c'est donc terminé pour cette revue des grandes unes, mesdames et messieurs. Chokran aux hommes qui étaient donc dans l'ombre, ceux qui étaient derrière la machine. On se retrouve donc dans le Grand Talk dans quelques instants sur For You Radio. Portez-vous bien, bon week-end, shalom.